Vous vous souvenez de Takaba qui se faisait victimiser par Kenjaku dans le chapitre 240, puis de son flashback dans le chapitre 241? Eh bien on va voir aujourd'hui qu'il ne compte pas gentiment se faire tuer par Kenjaku, mais que c'est même tout le contraire. On retrouve donc Kenjaku qui invoque l'un des 16 fléaux de classe S recensés en 2017. Sauf qu'il va pas faire long feu puisqu'il va se prendre un bon camion à pleine vitesse dans la gueule. Ouais, parce qu'on va très vite se rendre compte que la technique de Takaba va matérialiser ce qu'imagine Takaba et Kenjaku réunis. Bref, on se rend compte que le conducteur du camion n'est autre que Takaba, qui dit à Kenjaku que c'est dangereux de sauter aussi soudainement du milieu de la route. On passe donc au premier changement de scénario de la technique de Takaba, où l'imagination de Kenjaku le fait enfiler sa casquette de policier. Il demande donc à Takaba s'il a bu avant de conduire. A noter que Takaba porte une tenue de sushiman, il devait être en train de transporter ses petits sushis quand c'est parti en couille dans son camion. Kenjaku lui tend un éthylotest en lui disant que si le poisson à l'intérieur meurt, il sera envoyé en tôle. Tu veux croupir en tôle? Sauf que le poisson est déjà en train de mourir. Kenjaku et Takaba à fond dans leur délire foncent donc à l'hôpital pour sauver la vie du pauvre poisson qui est allongé sur un brancard. Et dans la salle d'opération, Takaba mesure le niveau de conscience du poisson, mais Kenjaku lui est un homme d'action et choisit son défibrillateur. Défibrillateur. Je te choisis! Et Kenjaku utilise l'attaque éclair du défibrillateur et encore une fois... La petite roquette décolle vers d'autres cieux! Malheureusement, cela n'a pas suffi et le poisson est mort. Eh oui, même la médecine moderne a ses limites. Je chiale, putain! La mort du poisson déprime tellement Takaba qu'il sera Kenjaku qu'il a besoin de lui pour lui ramener des infirmières qui le réconforteraient, sauf que Kenjaku refuse. Et puis vas-y qu'il commence à se battre comme des gosses, et vas-y qu'il discute comme des gosses. Takaba gueule sur Kenjaku que c'est comme ça qu'il traite une personne déprimée. Kenjaku, Hop ta gueule! pour se départager, ils misent tous sur une partie de pierre-papier-ciseaux. Et c'est parti pour le Janken. Et c'est une égalité bien claquée. Kenjaku réfléchit alors au bordel qu'il se passe depuis tout à l'heure et en vient à la conclusion que le sort de Takaba n'est pas seulement la matérialisation et le renforcement de son imagination, mais qu'il prend aussi en compte son imagination à lui-même. Je pense qu'on peut en déduire que Takaba utilise son imagination et celle de Kenjaku à son avantage, car on sait que l'objectif de Takaba est de faire rire Kenjaku, alors que ce dernier veut juste le tuer. Bref, on revient à ce qu'il se passe dans l'arène. Question pour un champion, c'est maintenant. Takaba fait le mec intelligent en disant qu'il ne va pas faire exprès de donner une mauvaise réponse juste pour faire le mariole en plein jeu télévisé. Et Kenjaku lui répond avec sa meilleure tête de méchant que lui non plus. Question 1. Qui est la figure historique connue pour sa phrase? Ça pourrait être intéressant, ça pourrait ne pas l'être, qui peut le dire? Takasuki Shinsaku. Petite insulte de Takaba pour Kenjaku qui a répondu trop vite. Question 2. Dans le milieu des particules et de la physique nucléaire, quel est le nom de la particule élémentaire qui est maintenue par de fortes interactions? L'hadron. Ah oui, 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 oui! Et cette question permet de certifier que l'imagination de Kenjaku est aussi prise en compte dans la technique de Takaba, parce que jamais Takaba n'aurait imaginé une question aussi tordue. Changement de décor pour la question 3, lequel entre rédiger votre propre lettre de recommandation universitaire et être officiellement approuvé par une université est le plus difficile. Kenjaku et Takaba se précipitent vers la porte de la bonne réponse quand Takaba entend soudainement un cri d'appel à l'aide. Takaba se retourne et voit un petit chat noir traverser la route avec une voiture qui lui fonce dessus. Donc là, vite, Takaba se rue à toute vitesse pour sauver le chaton et... C'était Kenjaku? Il profite de l'effet de surprise pour l'envoyer heurter la voiture de plein fouet, un partout. Mais Kenjaku entend aussi un appel à l'aide. Donc là, vite, Kenjaku se rue à toute vitesse pour sauver le chaton et... C'était Takaba? Et à son tour, Takaba prend l'avantage de la situation et met un gros coup de gueule de jet ski à Kenjaku. Kenjaku en rigole en disant à Takaba qu'il l'a bien eu et on assiste donc à l'inévitable pitch épisode de tout shonen qui se respecte. Non mais sérieux, regardez-les jouer dans l'eau, ils sont pas adorables? Puis, on entend Kenjaku penser qu'il s'amuse vraiment beaucoup, ça fait même des siècles qu'il ne s'était pas autant amusé comme ça. Et ça, on peut se poser la question si c'est Takaba qui force son imagination sur Kenjaku ou Kenjaku qui est vraiment en train de craquer, mais ça dans tous les cas c'est bon pour Takaba. Au moment où il se dit qu'il est vraiment heureux d'avoir commencé le jeu de la traque mortelle, il commence à reprendre le contrôle et se met à noyer Takaba. Mais Takaba se rend compte d'un truc pas normal et demande à Kenjaku de goûter cette eau de mer car il faut qu'il en ait le cœur net. C'était du Fanta! Mais malgré l'amusement que Kenjaku prend dans son combat, il se rend bien compte qu'à ce rythme il va perdre car il est totalement pris dans le sort de Takaba. Il explique que pour Takaba, tout ce qu'ils vivent depuis tout à l'heure n'est qu'une simulation, mais pour Kenjaku, les dégâts qu'il prend sont bien réels. Pour traduire, il ne parle pas forcément des attaques physiques, mais que son esprit est aussi en train de céder à l'imagination sans limite de Takaba. Kenjaku en conclut donc que ce n'est pas un combat qui peut être résolu par la violence, mais seulement lorsque la soif que Takaba porte pour la comédie sera satisfaite. Et dans ce cas, Kenjaku enfile son meilleur costard pour se lancer dans un
show du tonnerre avec son partenaire Takaba. Salam les Roya. Finalement, on a eu des choses très intéressantes dans ce chapitre. Déjà, la technique de Takaba a totalement évolué par rapport à ce qu'elle était auparavant. Avant, le narrateur ne nous avait informé que de la réalisation des simulations que Takaba trouvait amusantes. En gros, si Takaba imaginait qu'il était fait de gelée, il devenait un pudding. S'il imaginait qu'il n'avait pas mal car c'était un personnage de cartoon, sa jambe repoussée, etc. Là, c'est d'une toute autre envergure. Kenjaku fait l'hypothèse que sa technique prend également en compte les pensées des autres. On peut aussi théoriser que c'est Takaba qui prend juste en compte le type d'humour qui pourrait fonctionner avec un professionnel comme Kenjaku, et si c'est le cas, c'est complètement OP. Par contre, comme l'a précisé Kenjaku, sa technique tourne autour de la confiance et de la conviction de l'exorciste. C'est pourquoi l'ange qui connaissait la technique de Takaba a choisi le match-up Takaba versus Kenjaku qui était bien meilleur que face à Sukuna, car ce dernier aurait juste traumatisé notre pauvre Takaba. Plus le combat progresse et plus on peut également faire une comparaison avec le combat précédent des plus forts. Dans notre cas, Kenjaku est un sorcier qui a littéralement survécu à toutes les époques en se cachant sous d'autres formes et en collectant les objets maudits pour son plan tout en affinant ses techniques au fil du temps. Un sorcier avec un savoir inégalé et des compétences physiques et mentales impressionnantes. Et de l'autre côté, un humain qui il n'y a pas plus de 2 mois était au bord du chômage mais qui pouvait se retrouver sans égal si sa technique venait à atteindre son plein potentiel grâce à sa personnalité correspondant à sa technique. Beaucoup ne s'attendaient pas à ce style de combat mais nous restons dans une situation qui pourrait bien renverser le tournant de la guerre. C'est un style qui pourrait faire penser à celui de Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. Ce dernier précisa lorsqu'il écrivait le combat de Luffy Gear 5 contre Kaido qu'il n'appréciait pas quand les combats devenaient trop sérieux et décida de partir sur un style encore peu étudié. Ce n'est pas la première fois que Gege s'inspire d'autres œuvres pour créer son histoire. Bref, rien qu'avec ce chapitre, on peut déjà se rendre compte du potentiel de ce combat. Il ne faut pas oublier que Kenjaku a déjà montré ses capacités à s'adapter à presque toutes les situations en gagnant face à Yuki Tsukumo et Choso avec Tengen qui les aidait. Alors voir Takaba tenir tête à ce même Kenjaku, ça veut tout dire. Bon et puis sinon, Kenjaku et Takaba feraient vraiment de très bons besto friendo. Entre Kenjaku qui a plusieurs centaines d'années de vie et qui est donc toujours à la recherche de quelque chose de divertissant à vivre et Takaba qui adore la comédie à en crever, ils sont faits l'un pour l'autre, ça crève les yeux. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ma review du chapitre vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ma vidéo, on rush les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Tchuss.